Gladys et Sandra de Femmes Debout de Prestige sont dans Du Haut des Femmes, le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. On est là. Et oui, vous êtes toujours sur P2M Radio, en compagnie toujours de mes charmantes acolytes, Lucienne. C'est pas les mêmes, hein? Gladys. T'as vu? Non, mais toujours charmante en tout point. Ah. Donc, Lucienne, Gladys, bouche piquante, alias Linda, et moi-même. Et nous accueillons, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la charmante Jenny Hippocrate, femme de combat, originaire de la Martinique également, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Je laisse la parole à ma charmante acolyte. Bonjour Jenny. Bonjour à tous. Jenny. Merci d'être là, vraiment. Mais ça avec plaisir. Nous, on est contente. Hein. Moi, j'avais mis dans mon petit mail, je veux absolument cette dame chez nous. Elle est là, elle est arrivée chez nous. Merci vraiment. On est très très contente. Voilà, Femme Debout, c'est autre chose. Nous, on est plus dans le prestige, mais voilà. C'est pour nous, en tout cas, je me permets de tutoyer sur juste dans cet instant-là où sont vraies femmes debout. Merci. Voilà. Donc, nous aimons poteaux mi-temps. Donc, on se permet d'inviter des poteaux mi-temps aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Bon, en tout cas, je tiens à préciser que, une nouvelle fois, je remercie au nom de toute l'équipe Jenny de venir aujourd'hui. En plus, je sais qu'elle est pas en forme, donc je la remercie. On la remercie doublement de faire ce geste, de venir dans l'émission du Haut des Femmes sur P2M Radio. Ben, comme l'a dit notre cher ami Mike, Jenny est une femme de combat. C'est une militante. Elle fait beaucoup de bonnes choses. Est-ce que je me trompe, Jenny? Ben non, tu continues, on verra bien. Si tu te trompes, je t'arrête. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu es une femme de combat? Mon parcours, on fait une ligne de vie. Depuis toute petite, maintenant. Mais non. Comme tu le sens. Écoute, j'ai été une fille de combat très très tôt. Une fille de combat. Parce que j'ai embrassé le secteur associatif, j'avais à peine 15 ans. Donc c'était à l'époque ce qu'on appelle aujourd'hui toujours des associations juniors, mais qui n'avaient pas de vrai fondement puisque ça n'existait pas vraiment. Donc évidemment on se faisait entourer de seniors. Mais depuis l'âge de 15 ans, je me rappelle, je collectais des médicaments pour envoyer en Afrique pour des personnes qui n'avaient pas accès aux soins. Je sais pas si ces médicaments ont touché l'Afrique, mais ça a commencé comme ça. Puis ça a commencé au collège où j'ai commencé à écrire dans la gazette du collège qui s'appelait à l'époque La Pigeonale. J'ai commencé à écrire des poèmes et comme j'étais douée pour les langues, j'écrivais des poèmes en français, en anglais, en espagnol, et ce qui m'a un petit peu propulsé en tant que leader dans ce collège. Et puis petit à petit, je me suis affirmée dans le sport puisque j'étais quand même championne de 100 mètres. J'ai fait du basket, même à 1m57, je marquais très bien les paniers, j'étais une meneuse. Ah oui, voilà. Parce qu'on est petite. Hein. Voilà. On en apprend des bonnes choses, hein. Voilà, et donc j'étais aussi une très bonne plongeuse, donc puisque je faisais la compétition de natation aussi, de la plongée sous-marine avec mes frères plus tard. En fait, ça a commencé comme ça, et puis à force de m'entendre peut-être dire Jenny, c'est un garçon manqué, moi j'avais horreur de ça. Pourquoi pas une femme tout bonnement qui a des capacités, une fille à l'époque qui a des capacités extraordinaires, comme certaines personnes l'ont dit aussi, mais je ne suis pas un garçon manqué. Non. Et je le répète souvent, on me dit, et je l'ai répété dernièrement sur une antenne concurrente, ils disaient souvent cette fille a des couilles. Elles sont à l'intérieur, c'est des ovaires. J'ai des ovaires, mais peut-être qu'effectivement il y avait une paire de couilles cachant quelque part, mais c'est pas ce qui me, c'est les ovaires. C'est pas ce qui me, voilà, c'est pas ce qui me stimule. Voilà. En tout cas, voilà, j'ai commencé, et puis après, évidemment, comme toute personne qui a eu un parcours assez bien au niveau scolaire, après le bac, j'ai atterri à Paris, où je voulais être justement, moi je voulais être cardiologue, donc chirurgienne cardiaque. J'ai raté ça parce que ma sœur a tout bêtement oublié de m'inscrire en fac de médecine, puisque à l'époque c'était comme ça, c'est les aînés qui inscrivaient. Et donc j'ai fait assistante sociale, ce qui m'a vraiment pas plu pendant 9 mois parce qu'il y avait rien d'autre à faire en ce moment-là. Et puis c'est un jour je rencontre quelqu'un qui me dit tu pourrais être une très bonne psychologue parce que tu as le don de l'écoute, etc. Et je me suis lancée dans la psychologie. À l'époque je dirais les enseignants qui trouvaient les stages pour les élèves. Donc mon enseignante m'aimait pas du tout, l'enseignante chef m'aimait pas du tout parce que j'avais du répondant. Elle m'a dit bon ben pour te punir tu iras à Pessac, donc dans les prisons, dans les quartiers de haute sécurité. Ce qu'elle savait pas, elle était en train de tracer ma vraie vie
Elle s'était complètement gourée en essayant de me punir, hein. On ne me punit pas. Dire merci. Ben oui. Et du coup, j'ai fait un cursus en milieu carcéral, ce qui m'a beaucoup plu. Et je suis contente d'avoir fait ça, puisque j'ai beaucoup aidé des prisonniers qui n'avaient rien à faire en prison à sortir, donc des innocents, pendant que les vrais coupables étaient dehors. Et puis, évidemment, j'ai certains, je dirais, talent peut-être que je vais pas développer aujourd'hui ici, ce qui m'a permis de faire des profils. Donc je suis diplômé en caricaturisme, etc. Donc je faisais des profils et donc je savais un petit peu qui était qui. Et voilà, ça m'a peut-être propulsé un petit peu partout. Et avant d'entrer dans la drépanocytose, parce que les gens ils croient que c'est la drépano qui m'a rendu, je dirais, en gros connu dans le monde. Mais non, j'ai mis cette once de notoriété que j'avais plus au niveau de la cause, à la cause, et pas le contraire. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours. Et puis ma foi, tout à l'heure on va en débattre pour ce qui est de la drépanocytose. Voilà, donc ce continent qui m'avait tellement stimulé quand j'étais jeune, à 15 ans, un jour je me suis retrouvée là-bas parce que j'avais une cause à défendre, en l'occurrence la drépanocytose. Ouais. Voilà, donc en gros c'est ça, mais bon. Non, mais c'est déjà pas mal. Le résumé est bon, son mot sauf excellent. Non, voilà. c'est déjà pas mal. De toute façon, là on va se faire une petite page d'information. Ouais. Et après on va revenir avec toi sur ton combat actuel, si tu le veux bien si vous le voulez bien les filles. Allez, c'est parti pour le Flash Info. À tout de suite. Retrouvez du Haut des femmes, l'émission consacrée aux femmes, le dimanche 14h-17h avec Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes debout de Prestige. Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes debout de Prestige sont dans du Haut des femmes, le dimanche 14h-17h sur P2M Radio. C'est nous sommes là avec Jenny Hippocrate. Il y a plein de filles là. On a 2 garçons, encore une fois là. On a rencontré un autre garçon. Bonjour monsieur. On l'a mis à côté de moi là. Bonjour, il y a une voix un peu plus rock là. Monsieur Didier Zincave. On va en parler tout à l'heure. On vous rappelle le numéro de téléphone parce que ce garçon est là pour vous faire gagner des places pour un concert. Donc on en parle rapidement. 01 48 58 49 22. 01 48 58 49 22. Et aussi on va faire gagner un CD. Le garçon est bien. C'est pour ça qu'on l'a fait monter sur le plateau parce qu'il a ramené des cadeaux. Le CD d'Admiralty, I Am Christy Campbell. Donc, on m'a toujours dit de jamais venir. Le premier ou la première qui appelle au 01 48 58 49 22, 01 48 58 49 22. Comme l'a dit Lucienne, va gagner l'album d'Admiralty. Donc, faites péter le standard. Bienvenue à Mr. Zincave. Oui, il est venu avec mon surnom, oui, Zincave. moi, je préfère dire Zincave. Moi, j'aime bien ça. Le zing. Voilà. Zingé en créole, je sais pas comment on dit en français. C'est un zing, voilà, une sorte de libellule. C'est ça. On a souvent appelé zing, hein. Ah oui? Oui. Pardon, tu savais pas, mais tout le monde ici, hein. Tu sais que Gage, on l'a appelé. Comment on l'a appelé lui? On l'a appelé mince. Tarte citron meringuée. Tu vois, chaque homme qui vient chez nous, ils ont, voilà, tarte citron meringuée. On a un petit coucou à Sorbet Cacahuète qui va se reconnaître, voilà. Donc on va garder Zing Zing. On va garder Zing Zing. Une luciole. C'est bien une luciole. Merci d'avoir pris une libellule. Oui, c'est une libellule, pardon. Merci d'avoir amené des cadeaux. Ta mère t'a bien éduqué. On est content de t'avoir sur B2M. Merci, bon, appelez vite, 01 48 58 49 22. Il nous a ramené un petit bonus, le CD d'Admiralty. On va faire le lien parce qu'il a quand même participé avec Jenny sur énormément, je crois, de manifestations autour de la drépanocytose. On en parle. Alors moi, effectivement, comme tu l'as dit, Jenny, pour ceux qui la connaissent, sait que son combat, c'est la drépanocytose. C'est dans ce sens que je pense que tout un chacun, on l'a rencontré. C'est livre aussi quand même. Voilà, oui, non mais tout à fait. Et du coup, avec son humilité que tout le monde sait, elle sait toucher son audience. Elle parle d'une cause qui peut nous toucher tous. Ça peut être un cousin, un enfant, un parent. Elle, en l'occurrence, ça la touche personnellement. Est-ce que tu veux bien nous en parler, nous expliquer un peu ton combat et pourquoi tu te bats encore et encore et que tu répètes les mêmes choses pour que ça rentre bien dans l'intellect de chacun et que tout le monde prenne sa part dans ce combat-là, parce que comme je l'ai dit, et comme vous le savez, ça peut nous toucher tout un chacun, et voilà, il faut que on se batte encore et encore chaque année. Il faut pas baisser les bras.
Absolument. Mais tu dis que je parle encore et encore, effectivement. Mais je crie encore et encore jusqu'à ce que les murs aient des oreilles pour entendre le cri d'une mère, mais pas la mère d'un enfant malade seulement, mais la mère de tous les enfants malades au monde, parce que tous ils m'appellent maman à travers le monde. J'aime bien qu'on m'appelle maman à travers le monde, et c'est sympa. Mais c'est vrai que la drépanocytose est rentrée dans ma vie et a bousculé cette dernière d'ailleurs. Et pour faire un feedback sur ce qui m'est arrivé il y a 23 ans, mais c'était un vendredi matin. À force de dire à la pédiatre qui s'occupait de mon enfant, qui est né d'ailleurs dans le coma, ce qui n'a rien à voir avec la drépanocytose, mais j'ai une particularité, c'est que je n'arrive pas à bien dormir. Et lors de la césarienne, il y avait une intérimaire et elle savait pas que je n'arrivais pas à dormir avec l'anesthésie générale. Donc elle a doublé la dose et de ce fait, mon fils c'est l'enfant qui prend. Voilà. Et l'enfant était mort-né. Mais on a pu le réanimer, mais pendant qu'il était en réanimation, on l'a transfusé. Et ils ont oublié de remonter le dossier de la transfusion en néonatologie, puisqu'il est né avant terme, à 7 mois. Donc de ce fait, cet enfant n'était pas considéré comme un malade drépanocytaire SS, ça veut dire qu'il avait que des hémoglobines anormales, mais comme un AS, donc porteur de la maladie. Et quand l'instinct maternel me disait de leur dire de refaire les examens, et à chaque fois, mon enfant étant immunisé par l'hémoglobine du donneur AA, donc passait à travers les mailles du filet, donc on me disait que ça va pas. Et on m'a même dit que vous avez un syndrome post-traumatique, c'est parce que l'accouchement était très difficile, c'est parce que vous avez beaucoup souffert, que vous pensez que votre enfant est malade, mais n'a rien. Donc je suis partie en Martinique avec cet enfant-là. Arrivé là-bas, maman me dit, mais ses pieds sont quand même enflés, ses mains sont enflées, mais c'est un beau bébé bien potelé, mais il y a un truc qui va pas. Alors je lui dis à maman, écoute, effectivement, j'ai pensé à la drépanocytose, mais on m'a dit qu'il n'avait rien. Donc maman me dit, en plus il pleure souvent, je trouvais, avec toutes les personnes qui l'entourent, c'est quand même bizarre. J'aurais pu le tuer parce que j'ai pris l'avion avec lui alors qu'il était déjà dans son premier grand symptôme. Oui. Ouais. Il était déjà dans le syndrome. C'est qu'il devait être là. C'est tout. Il était déjà dans le syndrome N-Foot de pied-main, donc avec des œdèmes qui font très 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 mal. Et ce garçon, cet enfant, il pleurait, mais on n'avait pas l'impression qu'il souffrait plus que ça. Et j'ai repris l'avion en sens inverse et je rappelle l'hôpital. Je leur dis, faites une prise de sang, non, etc. Et la doctoresse me dit, c'est la dernière fois. Si ça va pas, c'est vous qui devriez vous faire soigner. Et ce vendredi matin. L'instinct maternel. Ce vendredi matin, il était à 11h30, je faisais mon ménage comme d'habitude et la sonnerie du téléphone, j'avais l'impression que ça retentissait beaucoup plus fort que d'habitude. J'ai eu 2 pas en avant, 4 pas en marche arrière pour décrocher ce téléphone, alors que mon téléphone sonne tous les jours plus de 350 fois, mais ce jour-là, c'était comme quelque chose qui allait me dire, il va y avoir une mauvaise nouvelle. Et quand j'ai décroché, une voix féminine me dit au bout du fil, madame, vous êtes Madame Fixie? Oui. Mais je suis désolée, votre enfant est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Il est SS, mais je continue. Rendez-vous pour un bleu, 3e étage, hôpital Robert Debré. Ah bon, mais attendez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez dit, ah ben non, on s'est trompé, et ben voilà, votre enfant est très malade. Et je sors ce qu'il fallait peut-être pas sortir parce que elle n'avait pas non plus le droit de me dire par téléphone. Donc c'était mon premier combat. Oui. Le droit de me dire par téléphone que mon enfant est malade. Je lui dis, et son espérance de vie? Elle m'a dit, faites son deuil, faites le deuil de votre enfant. Carrément. Il va mourir très très rapidement avant l'âge de 3 ans. Ce n'est pas la réaliser. Non mais c'est grave. Oui. Aberrant. Faudrait qu'on aille faire une petite interview là-bas. Non mais ça a changé. Hein. Oui, bien sûr. Elle m'a dit, occupez-vous de votre 2 autres enfants, ne vous attachez pas trop à lui, occupez-vous de vous, occupez-vous de tout ce qui est autour, mais oubliez cet enfant-là. Oh. Et voilà quoi, parce qu'il est déjà mort. Alors, dans ma Ils ont changé les formations quand même depuis. Hein. Elles ont quand même cet accompagnement maintenant. Je vais vous le dire pourquoi. Et donc, pour moi, dans ma tête, je venais de donner la vie à la mort. Pourquoi je donnais la vie à la mort? Donc, pourquoi ne pas en finir tout de suite? Donc, j'habite au 6e étage. Mon premier sursaut, c'était de prendre l'enfant dans mes bras et de sauter par la fenêtre. Non. La mort ne veut pas de nous comme ça. Hein. Il y a une histoire de contrat. Hein. Le CDI n'était pas fini. Mais je l'ai tenté. Puisque je me suis approchée du berceau, il dormait. Dans ce berceau-là, mon petit garçon, il dormait profondément, mais quand je me suis approchée de lui, il s'est réveillé, il m'a regardé, il m'a affiché son plus beau sourire et dedans, j'ai décrypté, maman, je suis le grand combat de ta vie, un combat que j'ai cherché pendant des années, très jeune.
Et je n'avais rien comme un combat. J'ai pas de satellite, j'ai pas d'armes sophistiquées, j'ai qu'un cœur de maman rempli d'amour. Et peut-être pourquoi pas prendre un bâton de pèlerin, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai appelé mon mari pour lui dire, écoute, notre fils, ça va pas. Il m'a dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, lui, il est tombé tout de suite dans le déni. Ah non, c'est eux qui se sont trompés cette fois-ci. J'ai dit, mon chéri, arme-toi de courage et de patience, parce que je suis sûre que cette fois-ci, c'est la bonne. Mais avant de raccrocher, j'ai dit à la dame, vous allez entendre parler de moi. Et je suis partie à l'hôpital Robert Debré, j'ai pas pris ce maudit ascenseur qui est toujours en panne. J'ai grimpé les escaliers pour aller visionner un film. Ils m'ont foutu un film dans une espèce de cage à poules. Et ils sont tous partis. Je regardais de l'oxygène à une chanson de Jocelyne Béroir. Pas de microbe, une bonne hygiène. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire de globules rouges, de malformation? La drépano m'avait dit aux Antilles que c'était un problème de globules blancs et de globules rouges. Pourquoi là, je vois que c'était une malformation? Et voilà, donc je ressors en larmes, je dis à la dame me dit, moi je vous l'ai dit au téléphone, il faudrait peut-être que vous fassiez son deuil. J'ai dit, écoutez, non seulement il vivra, mais je vais vous sortir de votre métier parce que vous n'avez pas être là. Et vous saurez qui je suis à partir de là. Et c'est grâce à ce combat qu'on a sorti l'annonce diagnostic par téléphone. C'était mon premier combat de gagne. Donc on le dit très rarement, mais c'est grâce à Jenny Hippocrate qu'il n'y a plus d'annonce diagnostic par téléphone dans tous les hôpitaux. Voilà. Ça s'applaudit. Franchement, Didier à côté. Oui. Et ça a commencé comme ça. Le combat est petit. Et donc, et puis ça a continué parce qu'il fallait gagner ce combat-là. Quand j'ai tourné en 10 000 fois, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je commence à m'éduquer. Il n'y avait pas encore Internet comme maintenant. Je dis, je commence à téléphoner. Je prends mon téléphone. J'appelle partout. Je vois des centres de compétences, de référence. J'appelle partout à travers le monde. Et puis voilà. Un beau jour, peut-être 2 mois plus tard, je dis à mon mari, je m'en vais. Il me dit, où je viens d'Afrique. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Je vais chercher la souche de la drépanocytose. Très bien. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Afrique. Et des pays se sont ouverts. Mais oui, on défilé sous mes pas. Aujourd'hui, j'ai 98 pays à mon actif. Excellent. Amen. Amen. On est dimanche, on peut dire amen, je crois. C'est ça. Oui, moi je dis 10 fois amen. Et si vous le voulez bien, on va faire une courte page de pub. Tu veux la pub? Moi, j'ai pas mis la pub. Il y a Jenny qui parle pas trop. Je veux envoyer SMS. Patron, il y a Jenny. Il y a Didier. La pub, c'est important, on va le repasser. Mais là, franchement, je suis désolée. La cause est importante. Mais je crois que là, voilà, on va reparler des partenaires après avec grand plaisir. Mais franchement, je suis désolée. Pour cette fois, patron, je vire la pub. C'est la bosse qui l'a dit, Je vais me faire tuer demain, mais c'est pas grave, c'est que ça pour comment. Tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Non, on va pas me tuer, Franchement, le prénom de ton enfant. Il a un prénom que je ne fais pas rimer du tout avec sort ni avec mort d'ailleurs. D'accord. Que je fais rimer avec de l'or, un joyau, ce qui nous est arrivé de plus beau. Il s'appelle Taylor. Et d'ailleurs, j'ai écrit son premier poème par un beau jour de mars. Il est né le 25 mars, le jour de l'Annonciation. Oui. Un mois plus tôt. Ça a commencé comme ça, par un beau jour de mars, le jour de l'Annonciation, tout se croyait une farce, et toi tu faisais ton apparition. Nous t'avons prénommé Taylor, pourtant tu es plus précieux que l'or, tu es notre petit joyau, ce qui nous est arrivé de plus beau. Et effectivement, c'est l'enfant de l'amour. Taylor n'est pas un enfant que j'ai fait comme ça, c'était le 3e. Je disais à mon mari, écoute, on va en faire un 3e et on va parcourir le monde. Je l'ai parcouru ce monde, mais différemment. Donc c'était quand même prédestiné. Et donc, Taylor, il a 23 ans aujourd'hui, il est en vie, il n'est pas mort avant l'âge de 3 ans. Et il me donne beaucoup de courage, il me suit partout. D'ailleurs, il pourrait être là aujourd'hui avec nous, mais comme hier soir on a une petite nuit blanche, donc il est un peu fatigué. Mais on lui fait un coucou quand même. Oui, sûr. En plus, je sais qu'il voulait venir. Je sais que voilà, on en a parlé. Oui, il voulait venir, hein, mais j'ai pas eu le courage de le réveiller. Mais pour continuer pour le parcours, quand j'ai entamé tout ça, mais quand j'ai commencé le combat contre la drépanocytose, je suis tombée sur le cul parce qu'en fait, c'est pas la lutte contre la drépanocytose qui me fatiguait. Mais ce que j'ai trouvé à côté, l'inertie, l'immobilisme, l'inertie, de la désinvolture. Qu'est-ce que j'ai entendu? Sois belle et tais-toi. Un gros mari, couche-toi là aussi. J'ai entendu tellement de choses qui m'ont outré, qui m'ont fait que ça m'a donné encore beaucoup plus de courage pour avancer. Et cette discrimination autour de la maladie, cette racialisation de la maladie, et cette ségrégation autour de la maladie,
Pourquoi je dis ségrégation? Quand je fais une demande de subvention au ministère de la Santé, on me retourne vers le ministère des Outre-mer. Hein. Oui. Voilà. Et la racialisation, c'est une maladie des Noirs. J'ai entendu dans les coulisses des instances publiques. De toute façon, ils vont tous mourir, ils vont tous être décimés. Puis on n'ira pas bien loin avec ça. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, qu'il y avait des combattants de la drépanocytose, des gens qui feraient que la maladie allait reculer et que les malades vivraient beaucoup plus longtemps, ce qui devient un superbe électorat pour nos hommes politiques et nos femmes politiques. Ça, il faut pas l'ignorer parce que 20 000 malades en France, ça fera à peu près 3 millions d'électeurs quand on compte les cousins, les cousines, les mamans. Oui. Donc il faut peut-être pas l'ignorer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris aujourd'hui. Oui. C'est pour ça que je suis beaucoup sollicitée en politique, mais ça m'intéresse pas. Je ne fais pas la politique politicienne, je fais la politique de la santé, en l'occurrence de la drépanocytose et des autres maladies génétiques que j'ai apprises parce que je ne fais pas que drépano. Je fais thalassémie, des hameaux de Bradford, etc. puisque je suis aussi à la tête d'une grosse organisation qui se trouve en Grèce qui s'appelle l'EOA, European Organization for Rare Anemia, dont je suis la responsable France sur toutes les maladies du globule rouge. Donc c'est quand même beaucoup de travail. Mais bon, on va continuer sous le courant de la drépanocytose. C'est une saloperie de maladie qui décime effectivement des familles. Alors, à l'âge de 5 ans, c'était là qui a mis ça. Il m'a dit, maman, tue-moi. Pardon. Wow. Et si tu ne peux pas me tuer, guéris-moi. Moi, je l'ai regardé. J'ai dit, on verra. Je vais réfléchir. Il m'a dit, maman, tu connais plein de médicaments. Tu connais plein de choses. Tu peux me donner la mort, en fait, gentiment. J'entends. J'ai dit, je vais te répondre après. Je vais y réfléchir. Et tous les jours, il revenait à la rescousse. Et un jour, il m'a entendu parler à quelqu'un au téléphone. Et il m'a dit, maman, je ne demande plus le droit de mourir, je demande le droit d'avoir des droits en France. Pas le droit à la santé, mais le droit à la guérison. Puisqu'il y a quand même un circuit de santé en France. Oui. Et je ne vais plus te demander. Il avait 6 ans. Je ne vais plus te demander le droit de mourir. Mais le droit de vivre. J'ai dit, je suis contente. Il m'a dit, mais t'es contente, mais t'es pas radieuse. J'ai dit, parce que je ne peux rien t'offrir à part mon cœur rempli d'amour pour le moment. Tu vas beaucoup souffrir toujours, je le sais. Peut-être que quand tu m'as demandé le droit de mourir, tu souffrais tellement dans ta chair, dans ton cœur. Il m'a dit, oui, mais c'est pas tout, maman. Je souffrais dans ma chair, dans mon corps, mais je te voyais souffrir toi. Et là, ça m'a complètement renversé. Il m'a dit, j'ai l'impression que je suis un fardeau pour vous. Il avait 6 ans. Oh. J'ai dit, mon chéri, tu ne sais pas comment tu as fait maman découvrir qu'elle était. Ça veut dire une guerrière aux yeux de lynx. Tu ne sais pas comment tu m'as donné cette force pour pouvoir affronter tous ces espèces de mandarins qui sont perchés sur leurs branches regardant ce qui se passe sur terre. Tu ne sais pas comment tu m'as donné autant de force pour pouvoir encore m'instruire encore plus. Peut-être encore apprendre les langues pour pouvoir partir. Tu ne sais pas cette force que tu m'as donnée. Et puis la belle force que tu m'as donnée, mon chéri. Tu m'as donné la force de vivre parce que j'ai aussi une histoire qui m'avait, je dirais, démolie. Mais là, tu me donnes la force de vivre pour pouvoir t'aider et aider les autres. Donc, mon chéri, tu sais qui tu es? Il m'a dit, non, maman. J'ai dit, t'es un roi. Et tu es né le jour de l'Annonciation. Est-ce que tu sais ce que c'est que ce jour-là? Il m'a dit non. J'ai dit c'est ce jour-là que l'ange Gabriel est venu dire à la Vierge Marie qu'elle mettrait au monde un Messie. Donc tu es mon Messie à moi. Et Gabriel n'est pas rien non plus. Il m'a dit oui. Il m'a dit Messie, mais maman Messie c'est merci en créole. Ah j'ai dit oui. Il savait pas ce que c'était qu'un Messie. Mais c'est bien. Et Messie en créole. Ben j'ai dit mais je me Messie. Et voilà. Et donc je lui ai dit Taylor, hein, tu sais je ne vais pas être seule dans ce combat. Hein, j'ai besoin de toi, de tout le monde, de papa, des autres. Hein. Et mais avant ça, il fallait le dire aux autres, à mon fils aîné qui avait déjà 10 ans, à ma fille cadette qui avait déjà 3 ans. Comment leur dire que leur frère risque de mourir? C'était très difficile. Et un jour, j'ai eu une idée comme ça. Donc, d'ailleurs, on trouve sur mon site, il n'y a pas de mots, il y a un moment. Il n'y a pas de mots pour dire à son enfant qui a atteint d'une maladie grave génétique qui va peut-être mourir. Mais il y a un moment pour le dire. Il y a pas c'est pas le vrai mot, mais le moment. Et ce moment, c'était Bambi. Donc, j'ai mis la cassette de Bambi. J'ai dit, tu vois, Mandy, donc ma fille, Bambi, sa maman va mourir. Oui. Eh bien, ça peut être le contraire. Hein. Maman va peut-être rester en vie, mais c'est votre frère qui risque de mourir. Elle m'a dit, ah bon? Et on a regardé ensemble le film Bambi. Et quelques temps plus tard, il y avait le film Le Tremblement de Terre. Hein, et les enfants, ils regardaient, ils disent, oh là là, le tremblement de terre, il y a ça en Martinique. Et Taylor dit, non seulement il y a ça en Martinique, avec sa petite voix de titoune à l'époque, mais il y a ça dans mon ventre.
C'est un tremblement de terre, c'est un cyclone que j'ai dans mon ventre quand je suis en crise. Et là, j'ai banni ce film de chez moi, le tremblement de terre. J'ai jamais voulu le regarder parce que c'était trop dur d'entendre un jeune garçon en avant qui dit, de la douleur. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir des onomatopées pour la douleur, tremblement de terre, cyclone, le fer chaud, qui me brûle l'estomac, qui me brûle le diable, les vampires. Assez quand il commençait. Et à 10 ans, il m'a dit, maman, elles sont tellement méchantes à l'hôpital, les infirmières. Elles sont tellement méchantes qu'il va falloir qu'on écrive notre histoire. Je dis oui. Et il me dit, je sais pas écrire, mais je vais te dicter ton livre. J'ai dit, comment on va l'appeler ce livre? Il m'a dit, pour le moment, on ne sait pas, mais je vais te dicter. Et ça a commencé. J'ai dit d'accord. Il était, ce jour-là, mourant à l'hôpital, face au plafond, face à la mort, ou peut-être pour rester en vie. Il m'a dit, on va écrire notre histoire, maman. J'ai dit d'accord. Et ça a commencé, désolé, je suis désolée. C'est comme ça que m'avait appelé cette femme au bout du fil. Oui. Pour me dire, ce livre a commencé. Et en 10 minutes, j'avais écrit 44 pages du livre. Un record. Et je n'ai rien effacé dans ces premières pages. Et je lui dis, Taylor, il faut qu'on finisse ce livre. Donc il faut que tu sortes de là. Le médecin vient de me dire que tu as fait un syndrome thoracique aigu, un infarctus pulmonaire. Il me dit, c'est pas sûr que tu t'en sortes. Moi, je lui parlais comme ça. Mais comment je vais finir ce livre sans toi? Je vais dire après 44 pages que mon fils est décédé là et je continue toute seule. Il m'a dit non, je vais sortir de là. Mais il m'a dit, pour l'heure, je te demande une chose. Je dis quoi? Il m'a dit, t'as toujours été belle, élégante, sophistiquée. Aujourd'hui, je te vois un peu en jogging. En fait, qu'on m'avait rappelé pour dire de revenir. Si tu retournes à la maison, tu te maquilles, tu reviens, je te promets de sortir de la crise. Et j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis repartie sur le boulevard, je cherche un taxi, j'ai croisé le machin, j'ai taxi. Ramené chez moi, je me suis fait belle et je suis retournée. Il m'a dit, je vais sortir de là. Et le lendemain, mon fils était assis et on a continué à écrire le livre. Et il m'a dit, maman, c'est pas pour moi que j'ai écrit ce livre, c'est pour qu'il y ait des changements de comportement. À 10 ans. Ah ouais, c'est pour qu'il y ait des changements. La maturité de la maladie, voilà, aussi, de comportement. Ouais. Et là, je lui dis, mais souvent, je disais aux gens, pourquoi vous êtes dans le déni? Votre enfant a la drépanocytose. Et alors, où il est le problème? Il m'a dit, j'ai le titre. Je dis quoi? Mon enfant a la drépanocytose. Et alors? C'est ça. Et c'était le titre du livre que m'a donné mon fils. Et c'est ce livre c'était franchement je dirais l'outil indispensable pour les infirmiers, etc. Voilà. Même pour les médecins. Et là, j'ai commencé. Et à partir du moment où le livre est sorti, voilà, il fallait remettre les pendules à l'heure, puisque je dénonçais à l'hôpital tout ce qui se passait. Donc, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui ont été virés, hein. Moi, je l'ai pas fait exprès, mais bon, ça a été comme ça. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit, et ça concerne aussi d'autres maladies. Beaucoup de maladies. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, pour certains membres du corps médical, dès qu'ils sont face à certaines maladies, ils reculent. Vous êtes censé soigner les malades, les accompagner, les accompagner, leur apporter du réconfort, et vous y allez à reculons. Pourquoi? Alors changer de métier. Pareil, quand il y a des nouvelles à annoncer, je reviens vers ce que a dit Jenny. Pourquoi vous annoncez par téléphone? Non, ça se fait pas maintenant. Ouais. Non, mais ça se fait plus. Hein. Oui, mais maintenant. Mais à l'époque, il a 23 ans. Voilà. Oui, mais ça ne se fait plus. Voilà. La médecine évolue quand même. Voilà. Et pareil, quoique, il y a pas 23 ans, il y a quand même 5 ans, j'ai eu quand même, et d'ailleurs, j'ai alerté l'hôpital Robert Debré, j'ai eu quand même des mamans qui m'ont dit, on nous a alerté par téléphone. C'est pas normal. Ah non, mais c'est pour ça que il y a le problème, je pense aujourd'hui très clairement, c'est qu'on ne sait pas gérer les douleurs. Il y a des douleurs, par exemple, comme disait notre Miss Élégante tout à l'heure sur la fibromyalgie, où c'est très compliqué. Il y a pas très longtemps, la fibromyalgie, on te donnait du Xanax. On pensait que c'était quelque chose que tu avais dans ta tête, que tu avais mal partout, mais comme rien ne montre qu'il y a une douleur dans le corps, parce que les globules, rien ne le montre, et bien on pense finalement au bout d'un moment que c'est dans ta tête. Hein, on vous a dit même à un moment donné, par rapport à Taylor, il va falloir vous soigner vous, parce que voilà, il y a un moment donné quand les gens ne savent pas répondre, on pense très souvent psy pour pouvoir y mettre quelque chose. On ne sait pas aujourd'hui, de par certaines formations, je le vois bien, on ne sait pas encore aujourd'hui travailler réellement ce qu'on appelle le palliatif. Et le palliatif, c'est pas forcément une porte vers la mort
ça peut être une porte aussi pour revenir. Mais bon, aujourd'hui, c'est plutôt vu qu'on dit aux gens qui sont en palliatif, c'est qu'il va pas revenir, c'est qu'on va préparer plutôt les pompes funèbres. On ne sait pas encore faire ça, la gestion de la douleur et l'accompagnement. Oui. Je parle dans les métiers. Hein. Oui. Dans les métiers d'accompagnement, il y a le service à la personne dans le sens large, l'aide ménagère, celle qui va venir chez vous changer la couche du papy de 85 ans, mais celle qui va être avec vous dans l'accompagnement d'une grosse maladie comme avec Monsieur Nez-Rouge sur les maladies orphelines, etc. On n'a pas aujourd'hui de personnel formé, de réseau de personnel formé autour d'une table sur un cas propre. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, malheureusement en France. 2016, hein. Voilà, mais surtout aussi, je vois, sincèrement, il y en a certains, je me pose la question, quelle est leur motivation d'être dans le corps médical, parce que c'est pas qu'une vocation, hein. Voilà, il faut que ça soit il y avait une jeune femme qui était soignante tout à l'heure, elle a arrêté, hein. Donc voilà, il faut que ça soit une vocation. Il faut que tu aies envie d'aider les gens et que tu les écoutes, parce que comme elle l'a dit, faut écouter les gens. Tu peux pas quand tu es face à un malade, écoutez, vous avez mal, vous êtes sûr que vous avez mal? Mais non, quand on dit qu'on a mal, c'est qu'il y a une raison. Il faut arrêter de nous prendre pour des fous, des fous dingues et tout ça. Quand on a mal, on sait pourquoi. Hein, on n'est pas là comme le malade imaginaire. Je suis désolée. À un moment donné, faut nous prendre en compte, quelle que soit la maladie. Et à un moment donné, il va falloir. Je pense qu'il faut être beaucoup plus humble que ça. Il faut savoir passer la main. C'est-à-dire que quand on ne sait pas, puisque des fois c'est quelqu'un qui sort de n'importe où, qui arrive à mettre un nom sur une pathologie. Passer la main, proposer d'aller consulter d'autres personnes. Ça, ils le feront pas, ils vont rester calfeutrés dans ce qu'ils ont dit, et puis voilà. Et pendant ce temps-là, la maladie progresse. Oui, d'accord. Mais bon, il y a d'autres choses aussi. Il y a cette espèce de toute puissance. Il y a certains personnels soignants, qui sont tous, je dirais tout puissants, dans la mesure où on a besoin d'eux pour soigner. Et je prends l'exemple, j'ai perdu un neveu il y a 20 jours d'une crise drépanocytaire aiguë avec une implosion des organes vitaux. Ça a été très dur pour moi aussi, parce qu'on fait automatiquement l'effet transfert. Et quand ma sœur est allée à l'hôpital pour dire aux infirmières, ça s'est passé en Martinique, attendez, parce que ma sœur elle-même elle est malade, donc elle pouvait pas être là tous les jours, elle sort de 2 cancers, et donc elle dit mais vous savez, un drépano n'a pas le droit de rester sale, donc ça fait 3 jours qu'il a le même vêtement. Mais vous savez, oui. il peut pas, il était déjà hémiplégique, tout ça, il peut pas. Et à un certain moment, la femme lui dit, c'était une aide-soignante, quand elle m'a dit la couleur de la blouse, mais qu'est-ce que vous en savez, vous, de la drépano? Elle dit, attendez, ça fait des années que je vis avec un drépano, vous me demandez qu'est-ce que mon fils est peut-être même plus âgé que vous. Alors, et puis ça continue, ma sœur lui dit, vous connaissez Jenny Hippocrate? Elle dit oui, qui la connaît pas. Ma sœur lui dit, c'est ma petite sœur. Et elle rétorque, elle n'a pas intérêt de venir nous faire chier ici. Oh là là. Carrément. C'est joli, ça. Mais je vais lui faire chier cet été, hein. Ça, c'est clair, parce que. On descend, on prend le même avion. Voilà. Je crois qu'il faudrait même le prendre tout de suite, ma sœur. Et donc voilà, c'est des choses comme ça. Ils pensent déjà, si elle vient pour revendiquer les droits des malades, elle vient faire chier. Donc on est là, on prend notre. Moi, j'ai vu. D'ailleurs, j'ai une élève infirmière qui veut faire son mémoire sur la solitude de l'enfant drépanocytaire. Elle me dit pourquoi? Parce que il y a une maman qui pouvait pas venir et il y a un enfant qui pleurait. Et les infirmiers étaient à côté, en train de prendre leur café, en train de rigoler. Mon fils, quand il était à l'hôpital Robert Debré, il n'y avait pas à l'époque de service de compétences ni de référence dans les services de pédiatrie, donc on le mettait partout. Il y avait de la place, cardiologie, diabétologie. D'ailleurs, il y a une erreur sur lui dans un autre service, etc. Et un jour, on a mis dans sa chambre une petite fille. Lui, c'est un garçon, une petite fille qui avait une maladie mentale. Moi, j'ai rien contre, mais et la gamine a débranché complètement mon fils. Wow. Elle a enlevé les perfusions et tout. C'est dans mon livre, tout ça. Dans le même service. Dans le même service. Okay. Et quand j'ai commencé, mental et physique. Oui. Et elle a tout débranché. Elle sautait sur mon fils. Lui, il pouvait pas bouger parce qu'il avait encore parce qu'il a quand même présenté cet syndrome thoracique aigu, cet infarctus pulmonaire. Et donc, il pouvait pas bouger. Il criait, il essayait mais rien. Et la gamine l'a débranché.
débranché. J'arrive dans la salle, je vois du sang qui gicle partout, je sais quoi. Eh ben, il était débranché. Mais voilà, donc c'est là que tout le monde commence à courir. Mais moi, je vous dis, franchement, je le dis, on dit, vous êtes une agressive. C'est en France, tout ça, quand même. Je suis pas une agressive, je suis une personne qui là pour remettre l'ordre. C'est vrai que j'ai claqué certaines infirmières, j'ai foutu des claques sous des tronches, que ce soit aux infirmières, aux médecins. Quand je dis des claques, c'est pas des mots, c'est des claques. Bien. J'ai failli étrangler une femme médecin. C'est vrai, parce qu'elle me dit, elle m'envoie une ordonnance sans protocole pour un nouveau médicament. Elle me met pas qu'il fallait. Je dis, mais je connais ce médicament. Il faut un protocole pour ça, et machin. Tu payes pas coup. Si mon mari n'était pas là, elle serait peut-être morte, et moi en prison, mais c'est des choses qu'on n'admet pas, c'est pas possible. C'est pas parce que vous êtes médecin, vous avez fait des études, écoutez, chacun son métier. Mais on le fait bien, et voilà, quoi. Mais j'ai toujours dénoncé ce genre de comportement. Moi, souvent, j'ai entendu, je suis le médecin. Eh ben oui, mais je suis la maman. Et par la force des choses, je suis devenu médecin. Et vous ne pouvez pas devenir papa, ni maman, de mon enfant. Et par la force des fois, je suis devenu médecin. Faut arrêter vos conneries. Qu'est-ce qui a été plus compliqué sur ce que moi j'appelle, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est celui qui me vient tout de suite, sur un moment donné où on est face à une certaine impuissance, pas forcément médicale, une impuissance sur l'instant dans le constat, qui peut arriver sur n'importe quelle maladie. Ce qui était compliqué, je sais pas ce qui était plus, parce que la drépanocytose est compliquée. Partout c'est compliqué. Mais ce qui était un jour compliqué pour moi, mais c'était d'une complication où il n'y a pas de qualificatif extrême. Mon fils est mort dans mes bras. Par exemple. Il était en cardiologie, comme par hasard. Et ce jour-là, il était sortant, le lendemain. Mon mari me dit, tu viens pas, tu as travaillé, tu viens pas, il va très bien. Les petits cousins sont là. Je dis, comment les petits cousins sont là? Non, ils sont tous en train de jouer dans le couloir. Ils n'ont pas le droit d'entrer en pédiatrie. Bien sûr. Bon, bref. Tout le monde, tous les enfants rigolaient dans le couloir. Mais j'avais fait un rêve très, très bizarre ce jour. Et je raconte ça tout le temps parce que c'est un truc qui m'a pas traumatisé, mais ça m'a fait voir la force qu'une maman qui a cet affectif-là pour son fils puisse réagir même à distance. Et j'avais fait un rêve ce soir-là, que mon fils était devenu un vieillard. Il avait une barbe blanche, tout était blanc, il était tout blanc. Je dis à mon mari, ce rêve-là est bizarre. Mon mari me dit, le blanc c'est la pureté, ça veut dire que notre enfant il va sortir. Je dis non, il va se passer quelque chose. Revoyez le livre de l'interprétation des rêves. Et en fait, je sais même pas si c'était un rêve. J'étais dans une espèce d'état entre rêves, enfin bref. Je suis assez spéciale aussi dans mes trucs. Et donc, mon mari m'appelle, il me dit, il va bien, reste là chérie, te déplace pas, t'es fatiguée, je suis là. D'ailleurs, je rentre, je vais me reposer, je vais repartir, mais toi tu restes là et demain on vient chercher notre fils, parce qu'on est une famille, ce qui est important de dire, très unie. Mon mari il a pas fui quand il y a eu un enfant malade dans la famille, parce que c'est ce qu'on trouve souvent. Ça je le dis souvent aussi. Il a été choisi ce monsieur. Peut-être. C'est bien, il entend tout en tout cas. Et donc il me dit, alors je lui dis non, viens me chercher. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, depuis la naissance de Taylor avec mes nuits blanches et tout, mon médecin m'a dit, tu déposes les clés de la voiture. Avec raison. Parce que je piquais des pointes, j'étais sous le périph' à 150 à l'heure, 170 à l'heure, je me rendais pas compte. Ça. Ouais, mais je me rendais pas compte, on t'appelle pour te dire l'enfant est en train de mourir. C'est clair. Alors on m'a dit, dépose les clés. Alors c'est ce que j'ai fait, donc c'est pour ça que je suis toujours accompagnée aujourd'hui, parce que je suis tellement fatiguée que, pas plus tard que la semaine dernière, mon médecin m'a dit, j'espère que t'as pas repris les clés. Non. De temps en temps, mais bon. Bref. Et donc, je lui dis, viens me chercher. Je viens à l'hôpital tout de suite. Il me dit, mais non, je t'ai dit, viens me chercher. Parce que sinon, je viens taxi, parce qu'il va se passer quelque chose là, dans l'immédiat. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Bon. Il me dit, je viens. Mais j'ai dit, tu prends pas tonton. Il vient, moi je suis habillée, je l'attends. Il me dit, j'ai dit, on redescend tout de suite, tu prends même pas un verre d'eau, on repart. Et on repart. Arrivé à côté de l'hôpital Robert Debré, il me dit, je cherche une place pour me garer. J'ai dit non. J'ai dit, tu te gares pas? Et moi je descends pendant que tu roules, hein. Il s'est garé, enfin, avant de chercher une place, et je suis parti en courant. Mais en courant, j'ai cavalé les escaliers. L'ascenseur est toujours en panne. J'ai fait 5 étages en cardiologie. Il n'y a pas de service de maintenance. Oh là, mon Dieu. J'arrive là, et je vois l'infirmière qui met son dernier, je dirais, parce que mon fils, il avait ce syndrome thoracique aigu, donc c'était la dernière prise d'antibiothérapie. Elle met ça, et puis elle arrive, Madame Fixie, vous êtes là? J'ai mais Taylor ça va, il est sortant demain. Et Taylor il m'affiche tout comme d'habitude, même quand il souffle un beau sourire, mais il avait pas mal. Donc c'était la dernière perfusion d'antibiotiques, ouais. Et il allait sortir. Et là je dis ça va Taylor? Il me regarde brusquement, il arrête de rigoler, et puis il me dit non. Et je vois mon fils devenir tout blanc.
blanc, comme dans le rêve, blanc, mais blanc. J'ai dit, mon Dieu, Taylor, il me dit, maman, je vais mourir, maman. Mon Dieu, j'ai fait un bond, mais l'infirmière est partie, mais les enfants sont en train de jouer dans le couloir. Et je crie au secours, et personne m'entend parce que ces enfants, ils jouent, ils crient. Et j'ai eu le geste. J'ai arrêté la perfusion. En fait, il faisait un choc anaphylactique aux médicaments. Pourtant, il avait l'habitude de le faire. D'où le rêve. D'où le rêve. Donc, il a fait un arrêt cardiaque. J'ai dit, Taylor, non, ne me fais pas ça. Je vois tout qui dinguigole. La tension, on est déjà à 2. Le truc qui s'emballe, le truc, le stéto qui s'emballe, tout s'emballe. Je dis, mon Dieu, mon enfant est en train de mourir, c'était ça. Et dans ma tête, le rêve revient et tout. Et je le secoue, j'écris au secours. Personne ne vient. Je le sors du lit et je le mets par terre pour essayer de le réanimer. Rien à faire. Et là, je vois, c'est plat. Encéphalogramme, je dirais plat. Tension finie et il tombe, il meurt enfin dans mes bras. Et je l'appelle, Taylor, s'il te plaît, Taylor, me fais pas ça. Taylor, non, tu peux pas avoir fait ça, maman, tu devais sortir demain. Et là, quand j'ai vu partir, entre-temps, mon mari rentre dans la salle. Évidemment, il crie au secours, il appelle les... Et là, quand j'ai vu mourir, j'ai pris mon poing. C'est pour ça que je dis, j'ai ce poing de Martin Luther King. C'est ça. Et je lui fous ce coup de poing sur le thorax. Et je lui sors, Taylor, si tu meurs, je te tue. Et quand j'ai donné le coup de poing, quand le cœur est reparti, je suis tombée sous les fesses. C'est parti, boum. Mais je savais même pas que, moi qui voulais être cardiologue, hein, je savais pas qu'un cœur en repartant comme ça. Et là, je vois les trucs. Et là, ils sont tous venus. Et d'où ma première grande émission de télé sur une grande chaîne de télévision, parce que c'était un choc anaphylactique, un médicament, donc évidemment, une allergie. Oui. Et après ça, donc orienté vers d'autres hôpitaux. Et il y a un grand professeur qui s'appelle le professeur Ponvert. Quand on lui a dit, nous on veut faire, donc c'était TF1, je me rappelle plus, un reportage sur les maladies, sur les chocs anaphylactiques. Il a dit, attendez, moi je ne viendrai pas, mais j'ai quelqu'un pour vous. Et une dame qui s'est parlé et elle va vous raconter son histoire. Et c'est comme ça qu'on a atterri dans la plus grosse chaîne en fait de télévision. Et voilà, donc c'était un coup très 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 dur. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais j'ai donné la vie à mon fils. Il est né dans le coma, il était mort-né. Quelques temps après, il meurt. Je lui redonne la vie. Mais c'est quoi cette histoire? Et ça, c'est mon questionnement tous les jours. Pourquoi moi ça arrive? Pourquoi ça? Donc, dans la maladie, j'ai toujours cette question qui n'est peut-être pas vraiment une question sur la maladie, mais une question qui concerne. C'est plus générique que ça. Pourquoi ça? C'est plus générique que drépanocytose. Chez moi, on dirait que tu as une mission. Ah, c'est sûr. Que Taylor a une mission. Et puis chez moi aussi, on dirait que tu as un don avec les rêves. Donc, comme l'a dit Lucienne, achète le bouquin Interprétation des rêves, parce que je pense que... Et un grand chapelet. Ne prends pas le chapelet, prends le rosaire directement. Voilà, et dis merci. Ça, voilà, tous les jours. En fait, moi, je sais une chose. Pour ceux qui sont catholiques, bien sûr. Hein. Oui. Attention. Moi, je sais une chose, que je ne suis pas une adepte des prières écrites par les hommes. Il faut faire celles qui viennent du cœur en général. Voilà. Et moi, je me mets face à face avec Dieu. Je lui tire ma chaise, je dis, tu t'assois là, moi je m'assois là. Et pourquoi? Et tu me parles et je te parle et je te réponds. Et tout le monde, ça fait rigoler tout le monde. Il répond. J'entends ces réponses. D'accord. J'entends ça. Je l'ai dit dans mon livre, livre, dans un de mes livres, j'entends. Parce que quand je sors de là, de ce conciliabule, d'ailleurs, dans un passage du livre, je dis, mes conciliabules avec le Tout-Puissant, je trouve des réponses. Donc je suis sûre. Et un jour, quand j'avais dit à la cousine de mon mari, qui est ma meilleure amie, et c'est plus qu'une sœur, je lui ai dit, tu sais, des fois j'ai l'impression que malgré tout ce que je fais, tout ce que Dieu m'a donné, il m'abandonne. Il me dit, mais tu es devenu comme nous, belge. T'as pas vu que tout ce que tu fais, tu ne peux pas ne pas avoir un bouclier, on t'aurait déjà tué. Et c'est vrai, parce que j'ai eu quand même des menaces de mort en défendant une maladie. Bon, bref, elle avait bien dit, puisque effectivement, ça m'est arrivé d'avoir des menaces. Mais moi, je m'en fiche complètement. Je dis, ceux qui me menacent, c'est ceux qui ont peur de moi. Parce que si on veut tuer quelqu'un, on va pas le menacer. Ah, c'est ça. Et je lui ai dit, une fois, un monsieur qui m'avait dit, je vais te griffier le cul, hein, comme ça. Dit, monsieur, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je vais te griffier le cul, mais je dis, monsieur, non seulement je suis un gris-gris, moi-même, voilà. mais je suis déjà morte. Elle m'a dit, je vais te tuer. Il a dit à mon mari, je vais la dérailler, ta femme. Mon mari lui dit, si ma femme c'est une locomotive, n'oublie pas les wagons, hein. C'est ça. Et faut tout mettre, hein. Ah oui. Ouais. Et après, je l'ai eu au téléphone, hein, il m'a dit qu'elle allait me tuer. Je dis, je suis déjà morte. Je suis une âme qui vient t'emmerder.
et emmerder des gens comme toi. Comment tu peux tuer une morte? C'est compliqué. C'est pas possible. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. Donc c'est pour dire que c'est pas que la maladie qui fatigue, mais tout ça à côté. Tout ça à côté, c'est conneries, c'est méchanceté de l'homme. Franchement, quand je dis l'homme, je parle de l'être humain qui pense être humain. Hein. Voilà. Donc c'est difficile. C'est un combat permanent. Je ne dors pas beaucoup. J'ai toujours été comme ça d'ailleurs. Je dirais pas que c'est la drépanocytose, mais je garde toujours un œil ouvert parce que je sais que tous les jours, je suis dans un combat et il suffit de baisser la garde et puis on est beaucoup. Faut rester en veille. Alors justement, on va rester en veille là, je crois. Comme tu le sais, Jenny, on est écouté de partout dans le monde. Juste avant de marquer une petite page de pub, on a une internaute qui t'adresse un message tout particulier. Elle se prénomme Gégé, on l'a déjà reçue à la radio. Oui. Alors elle nous dit, elle te dit, dans un sens, je me reconnais dans ton combat. Car il faut avoir les mains solides pour pouvoir affronter ce combat contre la drépanocytose et contre toute forme d'handicap, car personne ne peut connaître mieux que nous et nos proches ce que la personne malade vit au jour le jour. Je n'en dirai pas plus, juste un grand merci, Jenny. On fait un coucou à Gégé. Coucou Gégé. Coucou, il nous écoute, elle est très assidue. Je propose qu'on marque une courte page de publicité et on se retrouve juste après. À tout de suite. P2M Radio, la radio libre. P2M Radio. Retrouvez Du Haut des Femmes, l'émission consacrée aux femmes, le dimanche 14h-17h avec Lucienne, Mariam, Gladys et Sandra de Femmes Debout de Prestige sur P2M Radio. Vous êtes bien sur Du Haut des Femmes, P2M Radio, 14h-17h. Vous pouvez appeler au 01 48 58 49 22, 01 48 58 49 22. Je vous rappelle que nous avons eu beaucoup d'invités aujourd'hui. Et là, en l'occurrence, nous sommes avec Jenny Hippocrate, Didier Zincave, alias Zing Zing. Zing Zing. Et nous avons Mounia qui vient de nous rejoindre. Alors, on va revenir sur Jenny Hippocrate. Jenny, je sais que tu fais pas mal d'événements par rapport à tes différents combats. Quel est le prochain événement qui arrive? Eh ben, c'est le gala de charité, notre deuxième. L'année dernière, vous l'avez constaté, c'était quelque chose de grandiose. Hein. Il y a eu des personnalités provenant du monde entier qui sont venues à ce gala. D'accord. Et c'est la première fois qu'on a eu une grosse presse nationale, telle que gala, public, etc. Et cette année, la barre va être beaucoup plus haute. On aura encore beaucoup de personnalités. J'ai bien peur que si les gens ne réservent pas vite comme l'année dernière, il n'y aura pas assez de place. Et énormément de personnes qui viendront des États-Unis. D'accord, des personnalités importantes. On va les dévoiler petit à petit sur Facebook, mais c'est quelque chose de grandiose. Il y aura beaucoup de sportifs, des footballeurs, et il y aura les grandes télé nationales, donc je pense TF1, France 2, enfin bref. Pour le moment, je suis en train de lister tout ce qu'on me dit, mais c'est quelque chose, donc c'est un gala de charité. Quand on parle de la charité, on sait ce que ça veut dire, hein. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut faire des dons, il faut donner, mais bon, le dîner est quand même payant, c'est 60 €. Évidemment, nous sommes perdants parce que c'est un dîner de prestige. Mais c'est les partenaires qui vont financer le reste pour pouvoir justement, on a laissé à 60 € pour faire venir des gens qui n'ont pas les moyens non plus de payer un billet à 400 ou 500 €. Mais ce gars-là, sans te couper, on va l'exporter dans quelques mois et ce sera à Dubaï. Donc Dubaï. Et aussi apparemment ils sont en train de voir avec le prince, ce sera aussi à Monaco. Donc on va, parce que lui il s'occupe de drépanocytose. Il m'a pas aidé en France, hein. Albert, pardon, mais il a aidé sur Madagascar où il a quand même mis 800 000 € sur la table pour pouvoir faire un centre de drépano à Madagascar. Donc voilà, donc c'est ces personnes-là qui commencent à se dire bon, il se passe quelque chose dans la drépanocytose parce qu'on a longtemps et injustement dit que c'est une maladie des Noirs et on se rend compte que c'est une maladie cosmopolite et qu'elle est galopante. Elle arrive, on est parti de 50 millions de malades, on est à 300 millions aujourd'hui. Donc évidemment, si on ne fait rien, il ne nous restera que nos yeux pour pleurer. Donc ces personnes ont compris qu'il y a quelque chose qui doit se passer et que c'est pas plus que c'est une maladie dite des Noirs qu'il ne faut rien faire dans la mesure où tous nous venons de ce même continent où il y a ce berceau, donc l'Afrique. Oui. Voilà. Je reviens sur le tarif. Sincèrement, c'est peanuts. Si tu le permets. Parce que faut savoir que il y a d'autres galas, voilà, que je ne vais pas citer, où les places sont à plus de 200 et quelques.
Voilà. Et donc, on a 3 grands chefs qui vont concocter ce repas gastronomique. Et les grands chefs, je le dis, sont là gracieusement. Ils se déplacent pour faire cette chose-là. Et puis nous avons quelqu'un qui est doué pour le grand buffet, en l'occurrence Monsieur Fixi, Alex. C'est son taf aussi. Il est doué pour faire des grands buffets parce que avant de passer à table, il y a un grand buffet très éclectique où on va trouver toutes sortes de mets. Et évidemment, va défiler la vie de l'association. Il y aura quelques prises de parole des grands professeurs, notamment celle qui a guéri pour le moment par thérapie génique un jeune garçon drépanocytaire qui est en rémission. Bon, il n'est pas totalement guéri puisqu'il est en rémission. Il y aura ça. Il y aura beaucoup de personnalités publiques, politiques qui vont prendre la parole. Et puis, il y aura ce fameux grand bal à minuit que j'aurai l'honneur d'ouvrir encore une fois avec le cavalier de mon choix. Peut-être que ça sera Mac, on sait jamais. On ne sait jamais. La dernière fois, tout le monde s'attendait à voir que je dégomme Mpoko, mais c'était mon mari. Est-ce que tu peux nous rappeler? Il était mieux qu'Mpoko. Ah bien oui, il danse mieux en plus. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de ton gala, s'il te plaît? Le 1er avril à 19h et c'est au chalet du lac de Saint-Mandé. Vous savez bien que c'est le chalet du lac, c'est en gros 550 personnes. Oui. On peut pas. Et l'année dernière, on avait les 600. Malheureusement, il y avait trop. Et on avait, je crois, 1200 inscrits et on était obligé de rembourser puisqu'ils s'inscrivent, ils mettent l'argent sur le site et ils peuvent pas venir. Donc ça nous a foutu un beau chaos. Alors il faut faire vite pour qu'on puisse clôturer rapidement les inscriptions parce qu'après ça nous fait trop de monde. C'est comme tu vois pour l'arbre de Noël. Ah oui. D'ailleurs, pas pareil. C'est la même chose, sauf que là c'est avec les enfants et chaque année, je vous dis sincèrement, chaque année on dépasse le quota. C'est vraiment, on a. Jenny et son équipe, ont beaucoup de succès. Cette année, je crois qu'on en a eu plus de 400. On avait 450 inscrits, donc on est monté à 525, mais le maire, il est en train de me dire, attention, tu commences à m'emmerder, toi. Donc c'est vrai que 2000 personnes, Ah oui, non, avec les présidents d'associations qui ont parrainé chacun respectivement un enfant, c'était chaud, quand même. À chaque fois, c'est pareil. Et pourtant, je suis allé à la radio, vous venez plus, il y a plus de Non, c'est très bien. Et en parlant de ça, je sais que il y a aussi notre ami Didier, que vous rencontrez aussi sur les événements. Je sais que tu as participé aussi. On s'est déjà croisé, mais on se connaît pas personnellement. D'accord. Et toi, je sais que tu as une actu là qui arrive incessamment sous peu. Effectivement, j'ai des cas-sessions. C'est des live acoustiques et en fin de compte j'essaye de mettre en avant, je veux pas dire en avant parce que c'est des artistes déjà confirmés, mais j'essaye de les mettre en pratique sur scène parce qu'on a ce problème avec nos artistes à pouvoir les voir sur scène et en live. Donc j'ai eu l'idée effectivement de monter cet événement. C'est des éditions tous les 2 mois qui s'appellent les cas-sessions et sur la première on aura Kim C en première partie avec Warren. Et ça va se passer où? Ça se passera au Théâtre Les Étoiles, c'est au 61 rue Château d'Eau, dans le 10e arrondissement. C'est juste avant le Morning. La première date, c'est quand? Le 10 février. Mais c'est bientôt? Oui, c'est dans 10 jours presque. D'accord, alors les gens, s'ils veulent y aller, ils font comment? Ils font comment? Les places sont en vente à la FNAC, sur le site de Live Nation. Et voilà quoi, donc il n'y a pas de souci quoi. Alors dans tous les points de vente. C'est combien l'entrée? C'est 18 €. Bah ça va. Bah oui. Mais attends, alors non, mais si la personne. On brade en ce moment alors. Voilà. Non, on brade pas. Après bon. Non mais moi, toi, 60 €, 18 €, on brade. Non, après effectivement, je parle dans le même concept que toi, et c'est que je pense qu'il faut que la scène aussi soit accessible. Ouais. Pour tous. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que effectivement, après, c'est en fonction du coup de plateau et autres. Mais si on n'arrive pas à faire des scènes qui sont accessibles à tous, à un moment donné, je pense que aussi bien l'artiste et le public ne se prêteront pas au jeu. Quoi. Alors, tu nous connais, Zincav, ici, on est une radio libre. Oui. On aime bien faire gagner des choses à nos auditeurs. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, tu peux nous dire... Est-ce que tu vas nous mettre des places à gagner Effectivement, je vous mets à disposition 5 places. 5 places. Alors 5 places, chers auditeurs. Un seul numéro, le 01 48 58 49 22 pour nous joindre pour gagner 2 places. Une petite question quand même? Non, pas de question. Non.
Ça y est. Les gens, ils appellent. Le CD est parti. Ah ben c'est bon. On nous annonce que le CD est parti. Le CD est déjà parti. Ouais. Le CD, donc je le rappelle, c'était Admiralty, I Am Christy Campbell, qui est déjà parti. Félicitations à la personne qui a gagné. Et puis n'oubliez pas, bon je l'annonce déjà, mais bon, Amiral fait son Bercy pour la. Ouh là 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 là. Donc ça s'annonce grandiose. Ah là là. Merci. Ah non mais. Jamais. Mais ça se passe comme ça sur P2M Radio. Je le souligne encore et encore. Les invités font toujours un effort. Comme quoi, voilà, c'est la générosité du cœur aussi. Hein. S'ils viennent pas seulement pour la promo, ils viennent partager un moment avec nous, avec vous aussi les auditeurs. Donc voilà, il faut non, moi je suis l'invité qui demande. Hein. Les auditeurs justement nous aident à aider les malades, donc fassent des dons pour faire avancer la recherche. Mais j'ai rien à offrir. Par contre, des fois c'est vrai, j'ai offert mes livres. Non mais justement, tu offres l'amour que tu as pour. Voilà. L'amour que tu as pour tout ça. Et en retour, ce que les gens ont à t'offrir, c'est de partager tout ça avec toi, de t'accompagner, d'aider les personnes qui en ont besoin. Parce que vous la voyez comme ça, hein, mais moi je peux vous garantir que à chaque Noël, pour le Noël des enfants de la PIPD, les enfants le sautent dessus. C'est des bisous, c'est des cadeaux, c'est des dessins. Et même les personnalités lui sautent dessus. Avec la princesse, si je m'abuse, Orsini. Ah oui, la princesse, c'est madame. Elle a réussi à attraper une princesse. Donc voilà. Comme quoi, l'amour est fort. Voilà. Eh ben tu sais, une autre personne aussi, on lui saute dessus, on l'accapare. Elle s'apprénomme Mounia. Mounia qu'on ne présente plus. Salut Mounia. Salut, bonjour. Bonjour. Bonjour Mounia. Alors Mounia qui est là aussi pour présenter aujourd'hui son nouvel album. Oui. C'est un album reggae Afro-Caribbean Groove, si je présente bien. Mounia, qui tu es? Ah mon Dieu, qui suis-je? On ne te présente plus. Non, moi Mounia. Moi, je dis que c'est la personne on dit que j'ai beaucoup de cœur, qui a beaucoup de cœur, qui s'occupe des enfants malades en Haïti. Et des enfants non pas malades, mais des enfants voilà. Défavorisés. Défavorisés, voilà. C'est-à-dire des enfants qui n'ont ni papa ni maman et qui ont peut-être une tante ou un oncle. Voilà. Donc j'ai un petit orphelinat en Haïti de 147 enfants en ce moment avec l'école, la petite école que j'ai dans l'enceinte même de l'établissement. D'accord. Et cette école orphelinat se trouve à Onaville, Croix-des-Bouquets. Et je demande une chose aux gens qui nous écoutent, c'est qu'il y a un site d'aller jeter un petit coup d'œil. C'est www.mounia pour l'amour des enfants, tout ça collé.org. Et là, vous allez avoir tous les renseignements. Et si vous êtes sensible aux enfants qui sont défavorisés, ben là, c'est le cas. Comme disait Génie que je connais et qui vraiment là fait un petit don. Même si c'est tout petit, vous pouvez facilement cliquer et donner votre carte bancaire et faire le don que vous voulez, soit par année sur 2 ans, et tout cela est déclaré, pourquoi pas, aux impôts, surtout, et donc déductible des impôts. Voilà. Alors, et puis autrement, qui suis-je? J'ai été très longtemps l'égérie d'Yves Saint-Laurent durant de nombreuses années. J'ai travaillé pour tous les grands couturiers qui existent, je crois. C'est croisé la semaine dernière. Dans le monde entier. Pour la Fashion Week. Voilà, exactement. Et donc, voilà. Et puis autrement, je suis chanteuse et aussi artiste peintre. Depuis toujours, depuis le début de ma carrière chez Saint-Laurent. Chez Yves Saint-Laurent, je chante, et mon premier album c'était Kamikaze avec en 88 avec une production de Carrère derrière. C'est une grande maison, un peu comme Sony maintenant. Oui. Voilà. Après cela, j'ai rencontré mon cher et tendre compagnon qui est Jeff Joseph, et qui m'a beaucoup appris et qui m'a
réconcilier encore plus avec la musique et la scène. Voilà, et qui a donné en ce moment, qui donne en ce moment cet album Reggae Afro-Caribbean Groove, dans le Reading Running, le single de l'album, qu'on entend un petit peu partout sur les ondes, et tout ce travail autour de l'art, musique, mode, peinture, est dédié quand même en grande partie à mes enfants, car tout ce que je gagne, toutes les recettes, quelles que soient des shows, mode, ou encore ou encore la chanson, ou encore en tant qu'artiste peintre, eh bien après chaque expo, eh bien une partie de la recette est reversée à l'association Mounia pour l'amour des enfants. Alors effectivement, merci. On applaudit ce geste. Ton album est sorti, tu l'as dit, le 18 décembre 2015. Oui, alors, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tout à fait. Oui. Pour sur les plateformes. Sur les plateformes légales, à chaque achat de cet album, il y a 1 euro qui est reversé donc à l'association Mounia pour l'amour des enfants. Alors ça c'est le minimum, hein. Ça, c'est 1 euro, minimum, ouais. Parce qu'il faut mettre un chiffre sur l'album. Faut bien commencer par quelque chose. Voilà, et 1 euro, c'est 1 euro, mais normalement on fera plus, parce que ces enfants ont besoin de 3 repas jour. Et je vous assure que c'est un combat chaque mois pour moi, car très souvent les subventions ne viennent pas, et donc je suis obligée de, comme je viens de le dire, autour d'une expo, Dieu merci que ma peinture a l'air de plaire, et étant donné aussi il faut savoir une chose, c'est que je suis cotée à Drouot maintenant depuis 6 ans, et donc mes toiles prennent de la valeur de jour en jour, et ça incite les collectionneurs à acheter, heureusement, et cela me permet de reverser à peu près 30% de mes œuvres à mes enfants, à mon association, qui aide aussi non seulement Haïti, mais qui aide aussi la Martinique, certaines petites familles de 12 enfants par exemple, du Gros Morne. D'ailleurs je leur dis coucou s'ils entendent, on ne sait jamais. Voilà, donc voilà, tout ça, c'est un peu ma devise dans la vie. J'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, donc je m'occupe d'enfants qui m'appellent Tati Maman. J'ai les deux, hein. C'est formidable. Donc voilà, et cet album a été concocté en grande partie par Jeff Joseph, et aussi par des musiciens jamaïcains, notamment les musiciens de Junior Kelly et de Gentleman, et voilà, et surtout dans le studio effectivement, donc je te propose le Duc. Tout à fait, je te propose qu'on en reparle juste après une page 9.